Très heureux de vous compter parmi les inconditionnels des programmes de la DRTV, la chaîne du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Démarrage ce mardi des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC, session de juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 119 052 candidats sur la ligne de départ. Et puis le lancement ce mardi par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel des épreuves écrites des examens de sortie. 1822 candidats prennent part à ces examens. Enfin, la FAO vient au secours des agriculteurs des 4 départements du Congo victimes des dernières inondations. L'aide s'élève à 300 millions de francs CFA. C'est parti pour 4 jours d'épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a lancé la première épreuve, les mathématiques, au centre du lycée de la Révolution dans le 5e arrondissement Wenze. Sur 119 052 candidats, Brazzaville compte 49 027 candidats repartis dans 188 centres. Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba ont fait la ronde avec les officiels. Ils sont au total 119 052 candidats repartis dans 516 centres qui affrontent ces épreuves. Jean-Luc Moutou, ministre en charge de l'éducation de base, accompagné de plusieurs autorités politico-administratives, a procédé au lancement de la première épreuve de la journée, les mathématiques. Tout a commencé au complexe de Révolution, puis au centre du CGL Gaboka dans le 5e. Jean-Luc Moutou n'a cessé de prodiguer des sages conseils aux candidats tout en se réjouissant du bon déroulement de cette campagne d'examen d'État qui a débuté avec le CEP. Vrai succès dans le cadre de l'action du gouvernement de la République sous la très haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République et la prise en charge de la jeunesse de notre pays et particulièrement de la jeunesse scolarisée de notre pays est véritablement en marche. Et la matérialisation de la volonté ferme de son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la prise en charge de cette jeunesse est l'expression même de la visite que nous avons faite ce matin dans ces différents centres d'examen. Et nous pouvons à ce stade nous satisfaire de ce que les examens au-delà du bac et du CEP se déroulent bien sur l'ensemble du territoire national en attendant les prochains concours d'entrée dans les écoles d'excellence de Mbunda et d'Oyo. Certains candidats abordés se disent sereins et apprécient les sujets proposés. Tu n'as pas peur? Non, ça va aller. Le logarithme, plusieurs ne sont pas revenus, quoi. Les exercices que nous avons fait en classe, d'autres sont revenus. Quoi par exemple? Les logarithmes, plusieurs choses comme ça. Les figures, en fait, c'est ça. Le sujet, c'est l'algèbre. Tout ça, on a déjà fait ça en classe. Démarrer avec les mathématiques, puis l'histoire et la géographie en seconde heure, les candidats qui se disputent le visa du lycée affronteront l'anglais et les sciences de la vie et de la terre SVT le mercredi. C'est au centre du CG Kinsundi, dans le premier arrondissement de Brazzaville Makelekele, que les officiels ont bouclé leur ronde. En ce premier jour du lancement des épreuves écrites du BPC, le ministre Jean-Luc Moutou est revenu sur la question des 44 candidats de l'école privée Jean-Paul Sartre qui ont bénéficié de l'indulgence des autorités éducatives. Il est au micro de Vincent de Paul Koubemba. La lutte pour les bonnes mœurs, les bonnes pratiques, la construction du citoyen digne et responsable de notre société est un travail pérenne et qui va se poursuivre encore pendant longtemps. Et toute la traque qui est mise en place au sein de notre ministère, de ces organes, de ces centres d'encadrement qui conduisent nos enfants sur les chemins de travers, a connu son épilogue, j'allais dire, ce week-end, puisque vous le rappeliez, 40 enfants qui devraient se rendre à Vinza ont été interpellés et ramenés finalement, maintenus à Brazzaville où ils ont composé. Mais nous saisissons cette occasion pour
rappeler que la transhumance est interdite, qu'il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet, que la fraude est interdite, que l'utilisation par exemple des téléphones dans les centres d'examen est interdite. Et toutes ces choses ont été, avec véhémence d'ailleurs, rappelées tout au long de l'année pour que nos enfants sortis de notre système éducatif ou qui poursuivent encore leurs apprentissages au sein de notre système éducatif puissent à l'arrivée être des citoyens dignes et responsables tels que le souhaite la République. À Pointe-Noire, c'est le secrétaire général du département, Pascal Koumba, qui a lancé ce mardi, au nom du préfet de ce département, les épreuves écrites du BPC, cadre choisi pour ce lancement officiel. L'école primaire Pambou Benjamin. Demontez Mavungu et Kevel Mboussou nous en parlent dans ce reportage. C'est à l'école primaire Pambou Benjamin, dans le 3e arrondissement Tiétié à Pointe-Noire, qu'ont été lancées les épreuves écrites du BEPC, session de juillet 2024. Pour le lancement des épreuves de cet examen d'État ouvrant les portes au lycée, le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Pascal Koumba, s'est fait accompagner du premier vice-maire de la ville de Pointe-Noire et de l'administrateur maire de Tiétié. Après l'ouverture de la malle contenant les matières, il a fallu pour le représentant du préfet de Pointe-Noire de porter la voix pour encourager les candidats. Le département de Pointe-Noire compte, pour cette session 2023-2024, 36 000 candidats repartis sur 119 centres ajoutés aux 3 autres centres dans les hôpitaux accueillant les candidats malades. Le collège et le lycée 30 mars 1970, l'école primaire de Timbamba dans le premier arrondissement Lumumba ont tout aussi figuré parmi les centres visités. Un sentiment de joie au lancement de ces épreuves. Ce matin, le sentiment que nous dégageons de cette première journée, c'est un sentiment de joie. Joie pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que les élèves sont dans les salles de classe, les secrétariats sont préparés, les surveillants de salle sont là, et donc nous avons lancé les épreuves et on a prodigué quelques conseils aux candidats de ne pas stresser, d'être serein. Les sujets ont été composés au Congo par leurs propres enseignants. Il s'agit juste de pouvoir lire, relire les sujets, commencer à écrire au brouillon et puis, une fois fini, les transcrire sur la feuille de propre, tout en prenant soin de regarder les noms, prénoms, dates, lieu de naissance, ainsi que leur numéro matricule. Donc, mesdames, messieurs de la presse, on est satisfaits. Et avec la ferme conviction, l'espoir qui fera que pour cette année sur BPC, le département de Pointe-Noire soit dans le carré d'as des grands. Le dernier centre visité a été le collège d'enseignement général Jean-Félix Tikaya. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats au BPC. Nous sommes à Pointe-Noire Ressensi pour dire que les candidats au BPC session de juillet 2024 ont été pris en charge en matière de transport par la Fondation Anatole Collinet Makosso, laquelle a disposé de bus de transport en commun pour accompagner tant soit peu les candidats. Retrouvons une fois de plus Demontez Mavungu et Kevel Mboussou. Opération 0 francs pour le transport des candidats au BPC session de juillet 2024. La tradition d'accompagner ces candidats habitants, Mongokamba, Vindulu, dans le 4e arrondissement Luandjili, a été respectée par la Fondation Anatole Collinet Makosso à Pointe-Noire. Rond-point Tister-Tikaya, point de départ des bus transportant ce mardi 9 juillet 2024 les candidats au BPC dans leurs différents centres d'examen. Après avoir occupé tous les sièges de ces véhicules de transport en commun, les candidats peuvent être transportés en toute sécurité. Et le coordonnateur de la Fondation Anatole Collinet Makosso était bel et bien présent pour s'assurer de l'exécution de la prise en charge des candidats. Je remercie la Fondation de nous avoir donné la chance du transport, parce qu'il y a certains d'entre nous qui n'ont pas eu la chance de venir sur le transport. Ça nous va droit au cœur. Cette opération salvatrice, bien qu'étant une coutume pour la Fondation Anatole Collinet Makosso, a tout de même suscité la réaction de son coordonnateur Willy Tati-Bouandji. Notre opération Chance et Promesse, nous l'avons fait au bac et cette fois-ci nous avons pensé accompagner les enfants
en mettant les bus, les déposer dans leur centre d'examen. Le point de départ, c'est le rond-point Tister. Et les bus déposent les candidats dans chaque centre, là où ils vont passer leur examen d'État. Et le matin, ils font 2 tours. Et l'après-midi, après les épreuves, ils les prennent et les ramènent dans leur quartier respectif. Nous disons grand merci à notre président, son Excellence Anatole Colonel Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, pour son grand cœur vis-à-vis des habitants de Luanzili. Et au ministre de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, qui ne ménage aucun effort de nous accompagner dans tout ce que nous faisons comme activité. Et à tous les membres de la Fondation, je leur dis merci pour leur implication. Je souhaiterais bonne chance à tous nos enfants, qu'ils soient concentrés, que l'examen, c'est dans le cahier. Enfin, cette opération se poursuivra jusqu'au dernier jour de l'examen, a rassuré Willy Tati Bouandji. Dans la capitale de l'Or-Vert, ils sont 5317 candidats officiels qui affrontent ces épreuves, qui ouvrent les portes du lycée. C'est le préfet du Niari, Gilbert Mwanda, qui a procédé au lancement de ces épreuves écrites à Dolisie. Le reportage d'Aurélien Zengui est rendu ici par Vincent de Paul Koubemba. À l'entrée du lycée Victor Justin Satou à Dolisie, département du Niari, les surveillants procèdent à la fouille des candidats avant d'accéder au centre. La même opération s'effectue aussi devant les salles de classe. L'heure est au démarrage des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC. Le département du Niari compte 5599 candidats, dont 5317 officiels et 282 libres. Ici, l'erreur n'est pas permise. Les candidats qui confondent de place et qui manipulent les matricules sur les tables bancs sont aussitôt rattrapés. Ils étaient surpris puisque c'est leur manière de faire. Très souvent, quand on a déjà placé les numéros sur les tables bancs, ils arrivent quand les salles sont ouvertes, ils déplacent les matricules par rapport à la position qui les arrange. Et nous, comme au départ, nous avons pris cette initiative de préparer d'abord un plan qui nous sert de référence. Dès qu'il y a un petit mouvement dans une salle, on fait recours à ce plan. C'est ce qui fut fait. C'est à 9h que le préfet du Niari, Gilbert Mwanda, accompagné de l'administrateur maire de l'arrondissement de Dieudonné Chikaya et du directeur départemental de l'enseignement primaire du Niari, Serge Roland Calat, ont procédé au lancement de l'épreuve de mathématiques au centre numéro 1 et 2 de Dolisie, situé dans l'enceinte du lycée Victor Satou. Pendant 4 ans, vous avez été en 6e, 5e et 4e. Ce sont les mêmes choses qui reviennent, même si ça évolue. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que vous avez passé tous également 9 mois de cours où vous avez appris parmi les épreuves tout ce que la République vous a demandé de rendre aujourd'hui. Donc, soyez courageux, arrêtez pas de tricherie parce que c'est de ce côté-là qu'on sera rigoureux. Nous préférons que vous échouez que vous vous admettez en trichant. Parce qu'en seconde, vous ne vaudrez rien. Nous voulons de la qualité, pas de la quantité. Après le décentre du lycée Victor Satou, le DDEP Niari, Serge Roland Calat, a poursuivi sa ronde à la maison d'arrêt qui a présenté un candidat, ainsi qu'à l'hôpital général de Dolisie pour superviser l'épreuve de mathématiques pour une candidate qui a accouché la veille. Les 5589 candidats du département du Niari sont repartis dans 38 centres. Et la ville de Dolisie à elle seule reçoit les candidats dans 14 centres.
Démarrage des épreuves écrites du BPC ce mardi, lancement aussi des épreuves écrites et des examens de sortie. Ils sont au total 1822 finalistes de l'ENI, l'ENBA, l'ENMA et l'EPSME à prendre part à ces épreuves écrites à Brazzaville. Le top a été donné par le directeur de cabinet par intérim du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Evra Mungondo, et bienvenue Pungi Pungi. C'est à 9h que le directeur de cabinet par intérim du ministre de l'Enseignement technique et professionnel a lancé les épreuves écrites des examens de sortie au centre 3 du lycée technique industriel du 1er mai. Donc c'est une évaluation certificative qui justement leur permet de sortir sur les différentes centres de formation. Les 1822 finalistes de l'ENBA, l'ENMA, l'EPEMS et l'ENI passent ces épreuves pour l'obtention du DEMA, diplôme d'études moyennes et artistiques, le DECAF, diplôme des carrières administratives et financières, le DEX, diplôme d'état des carrières de la santé et enfin le CFN, certificat de fin d'études des écoles normales. Tout ce qu'on a appris durant l'année, c'est l'heure de les dégager maintenant. Non, mon esprit est tranquille. J'ai fait 2 ans de formation et je me suis bien préparée. Tout à fait autre chose dans ce journal. La Congolaise des eaux va désormais ériger des forages un peu partout dans la capitale pour soutenir sa production en eau potable. C'est dans cette perspective que le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, a visité les 2 forages en construction au château d'eau de la Patte d'Oie. Dans la foulée, Émile Wosso a également visité le ravin du Ngamakoso. Brunel Ndongokanga et Gingolo pour plus de détails. Bientôt, la pénurie d'eau ne serait qu'un lointain souvenir pour certains ménages de Brazzaville. Et pour cause, la Congolaise des eaux veut multiplier ses sources d'approvisionnement par la création des forages d'eau. La société a opté pour la construction des forages pour soutenir sa production, une méthode moins coûteuse. Il s'agit d'un champ de forage d'appoint, nous disons d'appoint parce qu'ils viendront pour renforcer la production déjà disponible au niveau des ouvrages qu'on a habituellement qui fonctionnent comme il le faut. Avant d'étendre le projet dans toute la capitale, la société vise d'abord ses quartiers, longtemps victimes de manque d'eau. Ce matin, Émile Wosso, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, est venu lui-même constater l'évolution de ce projet. Nous aurons l'eau au maximum, je dis au maximum dans 50 jours, pour arroser tous les quartiers qui sont handicapés en ce moment. Donc tous les plateaux de 15 ans, toute l'OCH, le CHU et le DG complète par le quartier Batignolles, Diata, l'aéroport. Le souci de la LCD, c'était aussi ce ravin, dit érosion de Ngamakoso. Celui-ci menaçait les installations de la société. Aujourd'hui, les travaux de son traitement ont démarré et c'est ce qui réjouit la Congolaise des eaux. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, octroie 300 millions de francs CFA au gouvernement congolais pour aider les agriculteurs des 4 départements du Congo victimes des dernières inondations en vue de relancer leurs activités. Le projet de mise en œuvre des opérations a été signé au ministère des Affaires sociales. Justin Bambaka et Gervais Mbouaka. Cette contribution de 300 millions de francs CFA du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation au plan de relèvement mis en place par le Congo au profit des communautés victimes des inondations concerne les agriculteurs ayant tout perdu lors de ces catastrophes naturelles survenues dans les départements du Pôle, de la Cuvette, de la Likwala et des Plateaux. Cette signature du projet de coopération technique devant conduire l'ensemble des activités relatives entre Marie-Cécile Mboku Kimbassa et Yannick Ariane Rosori Manana, représentant de la FAO au Congo, va certainement appuyer ces agriculteurs victimes. Parmi les activités phares figure la distribution des boutures de manioc aux agriculteurs. La FAO cherche à établir un système de relèvement dû aux catastrophes naturelles plus rapide et plus efficace en privilégiant l'anticipation des catastrophes plutôt que l'intervention. L'action anticipée modifie notre gestion des catastrophes. Agir avant les crises, c'est protéger la vie et les moyens d'existence et les avantages de cette approche s'inscrivent dans la durée.
Les catastrophes sont prévisibles grâce au progrès de la technologie, de la géospatialisation, des informations liées à l'alerte rapide qui n'ont jamais été aussi exactes ni aussi facilement accessibles qu'actuellement. Dans le cadre de l'action anticipée, la FAO utilise des analyses des risques et des prévisions pour déclencher des interventions avant qu'une crise ne dégénère en situation d'urgence humanitaire. Cette action est particulièrement cruciale dans le secteur agricole. Il s'agit là d'un don de la FAO sous forme de dons pour soutenir ces opérations. Rappelé à Dieu le 25 juin 2024, Ferdinand Tsodzabeka, membre du comité central du Parti congolais du travail et membre de la fédération PCT Pointe-Noire, a eu droit aux hommages. Sa dépouille mortelle a été exposée à la permanence du PCT en Mvumvu avant d'être transférée à Brazzaville ce mardi. Jean-Pierre Février et Héritier Etoile étaient témoins de ce triste événement. Ferdinand Tsodzabeka, icône du conseil du comité du Parti congolais de travail de l'arrondissement 4 Luanzili, membre du comité central du Parti congolais de travail, ancien proviseur des lycées Pointe-Noire 2, Victor Augagneur, décédé le 25 juin 2024 à Pointe-Noire, a reçu le 9 juillet 2024 un dernier hommage de sa fédération avant le départ de sa dépouille mortelle pour Brazzaville. Un hommage posthume devant les membres de la fédération, les partis alliés de la mouvance présidentielle et la famille biologique. Un moment de deuil structuré en 4 temps forts, dans le témoignage de Ndinga Bilson, compagnon de l'illustre disparu. L'éloge funèbre de Ferdinand Tsodzabeka par le secrétaire aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, Ambroise Bayakissa. L'homme politique qu'il a été, sur la base des témoignages recueillis, est entré sur la scène de Pointe-Noire en provenance de la cuvette en septembre 1989, après le congrès du parti, pour remplacer au département de l'organisation de la région le camarade Isidore Mfuba. Le 4 août 1991, après l'avènement du multipartisme, il est élu chargé de l'organisation du comité régional du parti sous le président Alexandre Honoré Paca. De son sacerdoce d'accoucheur et de pêleur d'âme, j'allais dire d'enseignant, je retiens essentiellement la séquence où il a été proviseur des lycées Pointe-Noire 2 et Victor Augagneur. C'est ici que je l'ai personnellement connu comme un vrai meneur d'hommes, un travailleur dont la ritournelle de la bouche de tous ceux des enseignants qui ont été ses collaborateurs est composée des mots honnêteté, humilité, grande culture et pratique professionnelle, générosité, accessibilité. Le mot de remerciement de la famille, lu par le fils du défunt, traduisant la séparation avec leur héros. Ceci avant le recueillement suivant l'ordre protocolaire pour l'éternel adieu à l'illustre disparu, laissant à son actif 9 enfants et une veuve. Jean-François Kando, président fédéral, garde de lui un souvenir indélébile. Le grand souvenir que j'ai de lui, c'est que nous avons partagé ensemble le mandat de 2008 à 2014 au niveau du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, où lui, il était premier adjoint au maire et moi, premier secrétaire du conseil. Je retiens de cette personnalité beaucoup de choses. Des conseils d'aînés, une pratique sociale digne de ce nom. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris son départ vers l'au-delà. Sachant que le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, disons avec Aristote que l'homme accepte la mort et non le jour de sa mort. Chants, mouvements gymniques, poésie et des récitals sont les temps forts qui ont marqué le culte de clôture des activités de l'école des dimanches. Ekodi, comme on l'appelle souvent au milieu chrétien, a en effet fermé ses portes dimanche dans toutes les paroisses de l'église évangélique du Congo après 9 mois des enseignements bibliques donnés aux enfants de 3 à 15 ans. Retour sur cet événement avec Armand Nsonza. Dimanche 7 juillet 2024. Date de la fermeture des activités de l'école de dimanche, couramment appelée Ekodi.
Dans toutes les paroisses de l'Église évangélique du Congo, c'est la fête. Créé en mars 1852 par Jean-Paul Cook, l'Écodie est un culte réservé aux enfants de 3 à 15 ans chaque dimanche. Pendant tous ces moments, les enfants reçoivent un enseignement adapté à leur âge, leur permettant de découvrir Dieu, sa parole et ses trésors. Cette parole est enseignée de plusieurs manières, soit par le chant, la mémorisation de versets bibliques. À l'Écodie, on apprend aussi aux enfants le vivre ensemble, l'unité des peuples, l'amour du prochain, l'esprit du partage, le respect des parents et des aînés, la prière, ainsi que la culture du pardon. C'est une joie pour nous. Pendant ces 9 mois, nous avons appris beaucoup de choses et enseigne beaucoup de choses aux enfants. On peut retenir ce qui est le plus précieux que les enfants ont retenu, ce que nous avons dit sur la parole de Dieu et ont mis cela en pratique. Puisque c'est vrai qu'on peut avoir 100% des témoignages positifs, mais à plus de 50%, les parents sont satisfaits du rendement de l'école de dimanche. Puisque les aujourd'hui même, certains parents, nombreux parents sont venus passer à leurs enfants. Et les témoignages que nous recevons en retour sont toujours favorables et cela nous encourage encore de temps à autre de dire que ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu est toujours bénéfique et positif. Après 9 mois d'enseignement biblique, c'est l'heure de rendre tout ce que les enfants ont appris à l'école. Titres de récital contenant des sujets d'actualité ont été présentés à tour de rôle devant les parents et moniteurs par catégorie d'âge. Un moment très émouvant. Quelques enfants, malgré leur fierté d'appartenir à l'école du dimanche, regrettent tout de même cette séparation après de bons moments passés ensemble. Ça me réjouit vraiment d'être ici, je suis vraiment heureuse, du coup il n'y a pas de souci. Mon récital portait sur la maturité. Le chrétien modèle de maturité dans la société. Je me sens un peu triste, mais je ne dois pas trop m'inquiéter parce que l'année prochaine, on va se revoir. L'Écodie a fermé ses portes comme les écoles académiques, certes, mais les parents promettent de maintenir l'encadrement des enfants à la maison pour les occuper pendant les vacances. On va essayer de les encadrer comme les monitrices ou le moniteur de l'école le dimanche le font d'habitude. Cette séparation est quand même triste parce que l'enfant était habitué à être avec ses amis à l'église chaque dimanche. Donc je demanderai à chaque parent de prendre quand même un moment, de parler encore avec l'enfant concernant la Bible ou concernant ce qu'ils ont eu à apprendre à l'école du dimanche. 4 prémoniteurs ont été consacrés au service du Seigneur et les gagnants du concours biblique ont reçu, quant à eux, des prix de mérite. Les activités marquant la fermeture de l'Écodie, année 2023-2024, seront bouclées au camp national de l'Écodie, qui se tiendra en août dans la ville de Dolisie. Parlons toujours des activités religieuses pour dire que la session de clôture de l'année pastorale 2023-2024 dans l'archidiocèse de Brazzaville s'est ouverte ce mardi sous la direction de l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwaou. Cette session porte essentiellement sur la publication officielle du directoire diocésain qui apporte des réformes dans la pratique ecclésiale de l'archidiocèse. Auguste Bonazebi et Arnaud Itoba. Ouvriers apostoliques et laïcs de l'archidiocèse de Brazzaville sont réunis depuis ce mardi autour de l'archevêque Bienvenu Manamika Bafokwaou pour la session de clôture de l'année pastorale 2023-2024 sur le thème « Tous appelés d'un seul cœur à continuer la construction de notre diocèse ». Une année pastorale s'en va, une toute nouvelle s'annonce
avec de nouvelles dispositions devant régir la marche de l'église de l'archidiocèse. Cette nouvelle marche est édictée par le directoire diocésain, élaboré il y a de cela 2 ans et qui rentrera en vigueur au cours de l'année pastorale 2024-2025, dont l'ouverture s'annonce pour le mois d'octobre prochain. Au cours de cette session, l'heure est donc à la publication officielle de ce directoire diocésain pour l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manami Kaba Fokwawu. Les exigences de ce document se concentrent dans l'urgence d'un changement des mentalités au sein de l'église de l'archidiocèse. Le directoire diocésain est composé de 3 livres axés sur la vie spirituelle et liturgique, la gestion du personnel, ainsi que la gestion de la vie matérielle, économique et sociale de l'église. Le père Casimir Moukouba présente les grandes lignes du premier livre. Des dispositions générales sur la messe quotidienne et dominicale. La durée maximale de la messe en semaine est fixée à 30 minutes. Celle du dimanche à 1h30 minutes. En semaine, la durée de l'homélie ne doit pas dépasser 2 minutes. Le dimanche, pas plus de 12 minutes. Au cours de la célébration eucharistique, les danses traditionnelles devant l'autel ainsi que toute autre forme de spectacle susceptible de distraire le peuple de Dieu sont interdits. Cette session refermera ses portes le vendredi prochain en posant les bases de la nouvelle pratique ecclésiale dans l'archidiocèse de Brazzaville. Enfin, dimanche, l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwawu, a présidé la messe d'action de grâce des 30 ans de rappel à Dieu du Père Paul Ondia, premier prêtre congolais de la congrégation du Saint-Esprit. Auguste Bonazebi, Michael Massamba. Père Paul Ondia, ce nom résonne dans l'Église catholique du Congo comme celui du premier prêtre congolais de la congrégation du Saint-Esprit, mais aussi comme celui qui aura contribué à la formation de nombreux prêtres congolais. Décédé il y a de cela 30 ans, une messe d'action de grâce a été organisée pour son rappel à Dieu. Une Eucharistie présidée par l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafokwawu, et concélébrée par l'évêque émérite de Wando, Monseigneur Abanya Moussa. À l'occasion, la chorale qui porte son nom a animé cette messe. Le président de la chorale, Paul Ondia, nous en dit long sur ce prélat. Le Père Paul Ondia fut un excellent formateur, grand érudit en langue. Il connaissait la grammaire latine parfaitement. Fort de ce savoir, il dispensait même des cours à ses collègues du petit séminaire de Mbamou. Le latin, langue morte, était devenu pour lui une langue couramment parlée. Il avait un pouvoir de transmission. Professeur de latin et de littérature, le Père Paul Ondia allumait en ses élèves une soif de culture, de curiosité et de l'excellence. Dans son homélie, Monseigneur Abanya Moussa a rendu grâce au Seigneur pour le rappel à Dieu du Père Paul Ondia, qui fut son formateur, avant d'exhorter les fidèles à l'amour du prochain. Les séminaristes de Saint-Pédis-Makwa peuvent rendre grâce de ce que ce formateur leur a légué, le goût du travail bien fait, la soif de l'honnêteté et donc de la vérité, le rejet du tribalisme ou du régionalisme, la joie de la fraternité, la fierté de se dire serviteur de Dieu ou simplement de se dire disciple de Jésus-Christ. Ordonné prêtre en 1954, le Père Paul Ondia décède le 4 juillet
1994 à Saint-Louis, au Sénégal, où il repose pour l'éternité. Fin de cette session d'information. Merci à toute l'équipe technique et à l'ensemble de la rédaction, mesdames et messieurs. Restez en compagnie du programme de la DRTV, la chaîne du bassin du Congo.